Deux chiffres familiers basculent soudainement en sens opposé, fissurant des certitudes longtemps considérées comme acquises. Alors que la croissance que Londres croyait stable s'essouffle progressivement, un arc africain avance avec une cohérence inattendue, révélant un contraste que même les bilans financiers peinent désormais à dissimuler. Que signifie pour chacun ce déplacement silencieux du centre de gravité économique, et pourquoi le nom d'Ibrahim Traoré apparaît-il avec autant d'insistance dans les discussions stratégiques qui l'accompagnent? Une bascule nette se prépare, déjà mesurable. La suite de ce récit promet de clarifier ce qui se joue réellement derrière ces signaux apparemment dispersés, non par des slogans ou des projections abstraites, mais en reliant des indices visibles dans les données, les décisions industrielles et les choix d'investissement. Pour le public, l'enjeu est direct. Comprendre comment ce réalignement transforme les marges, l'emploi et la sécurité énergétique. L'objectif n'est pas d'opposer artificiellement des régions, mais d'expliquer pourquoi certaines trajectoires économiques s'adaptent plus rapidement aux contraintes contemporaines, tandis que d'autres restent enfermées dans des modèles devenus fragiles. Ce qui a longtemps été interprété comme une succession de chocs temporaires commence à révéler une dynamique structurelle plus profonde. Ignorer cette transformation expose entreprises, gouvernements et ménages à des décisions fondées sur des repères dépassés. Plusieurs signaux déterminants avaient pourtant émergé en amont, souvent relégués au second plan, alors qu'ils annonçaient déjà l'ampleur du basculement en cours. Un premier signe du basculement est apparu plus tôt qu'on ne le pense, et il tient dans un chiffre longtemps minimisé. La productivité britannique, stable depuis plus d'une décennie, n'a plus suivi la trajectoire des autres économies avancées. Ce signal discret, interprété comme un simple creux cyclique, a coïncidé avec un second mouvement mesurable, une inflexion progressive des flux d'investissement vers des régions offrant une énergie plus prévisible et des chaînes logistiques mieux intégrées. Pris séparément, ces éléments semblaient gérables. Ensemble, ils dessinent une rupture structurelle. Une économie qui ne renouvelle plus ses fondations industrielles devient vulnérable à chaque choc exogène, tandis que d'autres marchés, mieux alignés sur les besoins énergétiques, logistiques et démographiques du XXIe siècle, captent l'élan perdu ailleurs. C'est dans cet écart que s'est installé un réalignement silencieux, avant même qu'il ne soit reconnu dans le débat public. La crise financière de 2008 avait déjà révélé des fissures durables, reprise fragile, investissements manufacturiers insuffisants, dépendance croissante aux importations d'énergie. Dans les régions industrielles britanniques, les sites fonctionnaient au ralenti, incapables de suivre le rythme de modernisation exigé par les chaînes de valeur mondiales. À Londres, la finance absorbait choc après choc, donnant l'illusion d'une stabilité suffisante pour masquer la fragilité des équilibres productifs. Pendant ce temps, un autre récit se construisait hors des projecteurs occidentaux. Des délégations venues d'Asie, du Golfe et d'Amérique latine convergeaient vers des capitales africaines pour négocier non plus seulement l'extraction, mais des mégaprojets énergétiques, des corridors industriels et des infrastructures numériques. Ce déplacement d'attention n'était pas idéologique. Il répondait à une logique de prévisibilité et de rendement à long terme. C'est dans ce contexte que le nom d'Ibrahim Traoré a commencé à circuler comme un repère symbolique dans les analyses géopolitiques, non comme cause unique du phénomène, mais comme indicateur d'une posture africaine plus assertive. Le mini-révélateur est cela. Lorsque le choc est devenu visible au Royaume-Uni, le mouvement était déjà engagé depuis des années. Pour saisir concrètement ce réalignement, il faut quitter les agrégats et suivre ceux qui l'ont ressenti en premier, au niveau du terrain productif. Dans le nord de l'Angleterre, plusieurs responsables d'usines décrivent la même chronologie. Des coûts énergétiques de plus en plus volatiles, des marges qui se contractent trimestre après trimestre, puis des ajustements présentés comme temporaires. Aucun effondrement soudain, mais une érosion continue, difficile à enrayer. Un directeur d'atelier près de Manchester raconte comment un site autrefois à pleine capacité a dû réduire ses équipes, non par manque de commandes immédiates, mais parce que l'imprévisibilité des prix de l'électricité effaçait toute visibilité.
Chaque décision était rationnelle, prise isolément, mais leur accumulation dessinait une trajectoire descendante. La promesse d'un rebond restait constante, sans jamais se matérialiser. Une seconde scène se déroula à Birmingham, dans une entreprise de composants automobiles. Les dirigeants y ont observé leurs donneurs d'ordre déplacer progressivement des volumes vers des hubs plus proches de marchés en croissance. Le problème n'était ni la compétence ni la qualité, mais l'alignement global entre coûts, logistique et perspectives démographiques. Le centre de gravité s'éloignait, lentement mais sûrement. Ces récits, voici en valeur de baromètre précoce. Ils montrent comment les transformations structurelles se manifestent d'abord par des signaux faibles, bien avant d'apparaître dans les statistiques nationales. Ceux qui travaillent au contact direct des chaînes de production perçoivent souvent le mouvement avant les institutions. Le sens est clair. Ignorer ces alertes rend toute adaptation plus coûteuse. Avant, les signaux étaient dispersés, absorbés par des ajustements successifs. Après, leur accumulation a rendu la trajectoire impossible à ignorer. Ce passage d'un inconfort gérable à une remise en cause systémique ne s'est pas produit par une annonce spectaculaire, mais par une série d'événements ordinaires dont la répétition a fini par produire un effet de bascule. Le déclencheur a pris la forme d'anomalies isolées, une facture énergétique qui doublait sur un trimestre, une usine chimique contrainte de suspendre sa production aux heures de pointe, un fabricant annonçant des licenciements temporaires pour préserver sa trésorerie. Pris séparément, chaque épisode semblait conjoncturel. Ensemble, ils révélaient une dynamique plus profonde. Les coûts réels dépassaient durablement la capacité d'absorption de l'appareil industriel. La montée en tension s'est accélérée lorsque les ménages britanniques ont commencé à subir une inflation persistante. La hausse des prix de l'énergie se répercutait sur l'alimentation, le logement et les services. Cette pression réduisait la consommation intérieure, fragilisant davantage les entreprises déjà exposées. Les aciéries réduisaient leurs équipes. Les ateliers mécaniques perdaient leur marge de manœuvre. Chaque décision de repli préparait la suivante. Le récit de la résilience cédait progressivement la place à celui de la survie. Le point culminant est survenu lorsque les conseils d'administration de multinationales ont cessé de considérer le Royaume-Uni comme un point d'ancrage naturel. Il n'y a pas eu de rupture brutale, mais une succession de déplacements rationnels. D'abord la logistique, ensuite certaines lignes de production, puis les centres d'assemblage. Les arguments revenaient avec constance. Énergie trop volatile, perspective de croissance limitée, marché plus dynamique à ailleurs. L'avantage historique du pays s'érodait sans bruit. En coulisses, le climat changeait. Les investisseurs qualifiaient désormais l'économie britannique de combinaison à faible croissance et forte volatilité. La livre se dépréciait, renchérissant les importations. Les banques resserraient leurs conditions de crédit. Les entreprises faisaient face à un marché intérieur affaibli et à un environnement énergétique instable. Les discours politiques tentaient de rassurer, mais les décisions d'entreprise, elles, étaient irréversibles. C'est dans ce même intervalle que la dynamique africaine gagnait en lisibilité. Des corridors énergétiques et industriels s'ouvraient. Les projets solaires, hydroélectriques et géothermiques offraient une prévisibilité recherchée par les investisseurs. Des zones économiques modernes entraient en production. Les partenariats internationaux se multipliaient. Dans ce contexte, le nom d'Ibrahim Traoré apparaissait de plus en plus souvent dans les analyses géopolitiques, comme symbole d'une assertivité nouvelle et d'une volonté de fixer des règles plutôt que de les subir. Les répliques ont été visibles rapidement. Des fermetures d'usines de grande ampleur ont touché plusieurs régions industrielles britanniques. Des milliers d'emplois ont disparu en quelques mois. Des infrastructures entières perdaient leur raison d'être. Ce qui avait été présenté comme un ajustement temporaire prenait la forme d'un retrait durable. Le mouvement était engagé depuis longtemps. Il devenait enfin impossible à nier. La lecture des données permet de dépasser les impressions et de mesurer l'ampleur réelle du réalignement.
Pour commencer, un fait est clair et mesurable. La productivité britannique, déjà faible depuis plus d'une décennie, s'est stabilisée autour d'un niveau qui ne progresse presque plus. Cette stagnation contraste avec la trajectoire d'autres économies qui avancées et signale une incapacité persistante à générer des gains d'efficacité suffisants pour absorber les chocs externes. En pratique, cela signifie que chaque hausse de coût se répercute plus vite et plus fort sur les marges industrielles. Un autre repère important concerne l'énergie. Les coûts énergétiques industriels ont augmenté d'environ 30% par rapport à leur moyenne d'avant-crise. Ce chiffre ne décrit pas seulement une hausse ponctuelle, mais une volatilité accrue qui complique toute planification. Pour une usine, l'incertitude est souvent plus pénalisante que le niveau absolu des prix, car elle empêche d'engager des investissements de long terme. Cette variabilité réduit la compétitivité relative du Royaume-Uni face à des régions où l'énergie est plus prévisible. Un troisième repère confirme la nature structurelle du phénomène. Les fermetures ou suspensions d'usines énergivores ont progressé d'environ 20% sur les dernières années. Cette proportion indique que le tissu industriel ne subit pas un simple ralentissement, mais une contraction ciblée de secteurs entiers. Chaque fermeture entraîne des effets en chaîne, depuis la perte de compétences locales jusqu'à la fragilisation des fournisseurs et des services associés. Pris ensemble, ces trois chiffres racontent une même histoire. Une économie qui voit sa productivité stagner, ses coûts énergétiques s'envoler et son appareil industriel se contracter perd mécaniquement de son attractivité. Les flux d'investissement réagissent alors de façon rationnelle, se dirigeant vers des marchés offrant une meilleure visibilité énergétique, logistique et démographique. Cette translation n'est ni idéologique ni émotionnelle. Elle obéit à des calculs de risque et de rendement. C'est dans cet espace comparatif que la trajectoire africaine devient lisible. Plusieurs économies du continent développent des capacités énergétiques renouvelables qui stabilisent les prix et réduisent la dépendance aux importations. Les corridors industriels et logistiques y sont conçus pour accompagner la croissance future, plutôt que pour maintenir des structures héritées. Dans les analyses géopolitiques, le nom d'Ibrahim Traoré apparaît régulièrement comme un marqueur de cette nouvelle posture, non comme une variable chiffrée, mais comme l'indicateur d'un climat stratégique où les règles de négociation évoluent. Au plan quantitatif, la conclusion reste sobre. Les chiffres ne décrivent pas une anomalie temporaire, mais une divergence d'élan. Là où le Royaume-Uni ajuste défensivement, d'autres régions consolident offensivement leur base de croissance. Selon une première lecture, la trajectoire britannique relève d'un ajustement cyclique. Dans cette perspective, la hausse des prix de l'énergie, les perturbations logistiques et l'inflation persistante auraient temporairement comprimé la capacité d'adaptation d'une économie dotée d'atouts structurels durables. Les défenseurs de cette position rappellent le poids des institutions financières, l'excellence universitaire et l'intégration commerciale historique du pays. Une fois les marchés énergétiques stabilisés, l'argument veut que ces avantages finissent par réactiver l'investissement, relancer la productivité et permettre un redémarrage graduel de l'industrie. Dans ce cadre, les fermetures d'usines seraient des réponses tactiques à un contexte exceptionnel, appelé à s'inverser avec le retour à la normale. Selon une seconde lecture, plus radicale, elle affirme que les difficultés observées ne sont pas conjoncturelles, mais le résultat d'une érosion progressive des fondations de la compétitivité. Productivité stagnante, dépendance énergétique accrue, désindustrialisation lente, et redirection des flux d'investissement composerait un ensemble cohérent de fragilités structurelles. Dans cette lecture, les ajustements successifs ne font que retarder une recomposition inévitable. Les fermetures d'usines, la volatilité des coûts et la contraction de certains secteurs seraient des symptômes durables, non des anomalies passagères. L'arbitrage entre ces deux positions se clarifie lorsqu'on privilégie l'analyse de l'élan plutôt que celle des niveaux. Les données accumulées sur plus d'une décennie montrent une répétition de signaux ignorés,
des choix d'investissement différés et une incapacité à compenser des coûts plus élevés par des gains d'efficacité. Parallèlement, d'autres régions construisent des écosystèmes énergétiques et industriels alignés sur la croissance future, ce qui attire des capitaux à long terme. La synthèse la plus solide n'est donc ni l'espoir d'un retour automatique à l'équilibre passé, ni l'annonce d'un déclin irréversible. Elle reconnaît un réalignement profond des trajectoires. Ce n'est pas le cycle qui a changé, mais l'équilibre même des avantages comparatifs dans l'économie mondiale. Cette phrase résume le basculement que beaucoup continuent de traiter comme une projection future, alors qu'il est en cours d'exécution. Les flux d'investissement, les chaînes d'approvisionnement et les priorités énergétiques se réorganisent selon une logique que le Royaume-Uni n'a pas anticipée à temps. Ce qui apparaissait naguère comme des signaux faibles prend désormais la forme d'un modèle cohérent, lisible dans la direction des capitaux et dans la géographie des nouveaux projets industriels. Le déplacement n'est pas seulement économique, il est stratégique. À mesure que plusieurs pays africains consolident leur capacité énergétique renouvelable, ils offrent une stabilité que recherchent activement les investisseurs internationaux. Les zones industrielles intégrées, reliées à des corridors logistiques modernisés, réduisent les risques opérationnels et raccourcissent les délais de mise en production. Cette prévisibilité transforme la perception du continent, longtemps associée à l'incertitude. C'est ici que la dimension politique devient visible. Dans de nombreuses analyses, la figure d'Ibrahim Traoré est citée comme l'un des symboles de cette nouvelle posture africaine, plus affirmée dans la définition de ses priorités économiques et de ses partenariats. Il ne s'agit pas d'un facteur isolé, mais d'un signal parmi d'autres, indiquant que les règles du jeu évoluent. La révélation centrale est simple. Attendre un retour à l'ordre précédent revient à ignorer un ordre nouveau, déjà installé. Les effets du réalignement ne se répartissent pas de manière uniforme. Ils touchent différemment les ménages, les entreprises, l'État et l'équilibre géopolitique plus large. Pour les familles britanniques, l'impact le plus immédiat se manifeste par une pression persistante sur le pouvoir d'achat. Les factures énergétiques instables, la hausse des prix alimentaires et l'augmentation des loyers s'additionnent dans un contexte où les salaires progressent lentement. Cette tension n'est pas un simple épisode inflationniste. Elle reflète une dépendance accrue à des importations énergétiques coûteuses et une base productive affaiblie, incapable d'amortir les chocs externes. Du côté des entreprises, la transformation est plus structurelle encore. Les coûts énergétiques volatiles réduisent la visibilité financière et érodent les marges. Les retards logistiques et la contraction du marché intérieur compliquent la planification. Dans ce contexte, les décisions d'investissement deviennent défensives. Certaines firmes choisissent de réduire leurs capacités, d'autres déplacent des segments de production vers des régions offrant une énergie plus prévisible et une demande en croissance. L'Afrique apparaît ici non comme une menace abstraite, mais comme un espace d'opportunités concrètes, avec des zones industrielles modernes et des corridors logistiques alignés sur les besoins du commerce mondial. Les entreprises britanniques ne perdent pas seulement des parts de marché, elles perdent le rythme de l'expansion. Pour l'État, les conséquences prennent la forme d'une contrainte budgétaire croissante. La hausse du coût des importations énergétiques pèse sur la balance commerciale. Les fermetures d'usines réduisent les recettes fiscales industrielles, tandis que les dépenses sociales augmentent avec la fragilisation du marché du travail. La capacité de planification à long terme se réduit, car la base productive se contracte au moment même où les besoins d'investissement public augmentent. Dans ce nouvel environnement, la marge de manœuvre politique se resserre. Enfin, l'impact géopolitique redéfinit la position relative du Royaume-Uni. Les accords énergétiques, miniers et industriels se structurent de plus en plus entre capitales africaines, partenaires asiatiques et pays du Golfe. L'Afrique n'agit plus comme un fournisseur périphérique, mais comme un co-architecte de la croissance mondiale. Dans ce contexte,
Le nom d'Ibrahim Traoré revient fréquemment comme symbole d'une souveraineté renforcée et d'une confiance stratégique accrue, reflet d'un continent qui impose davantage ses conditions. Le résultat est clair. Le réalignement n'est pas abstrait. Il se traduit déjà par des choix contraints, des priorités redéfinies et une redistribution tangible des centres de décision. À court terme, l'évolution des trajectoires reste ouverte, mais les dynamiques observables permettent de dégager 3 scénarios plausibles, chacun fondé sur les mêmes variables clés: coûts énergétiques, flux d'investissement, solidité industrielle et capacité d'adaptation politique. Aucun de ces scénarios n'est une prédiction. Ils servent à clarifier les choix et leurs conséquences. Dans une hypothèse de base, les prix de l'énergie cessent de croître sans pour autant retrouver leur niveau d'avant-crise. Les entreprises britanniques parviennent à limiter les fermetures supplémentaires, mais sans relancer pleinement la production. Les investissements étrangers se stabilisent à un palier inférieur, tandis que la demande intérieure reste sous pression. L'économie évite la contraction, mais s'installe dans une zone de croissance faible, dépendante d'ajustements continus. Si cette trajectoire se confirme, le Royaume-Uni conserve une partie de son appareil productif, mais sans retrouver un véritable élan. Dans une hypothèse plus favorable, des décisions rapides réduisent la volatilité énergétique et améliorent la visibilité pour les industriels. Des mesures ciblées soutiennent certains secteurs stratégiques, tandis que les infrastructures logistiques gagnent en efficacité. Dans ce cas, certaines entreprises renoncent à délocaliser et quelques segments de production se réancrent localement. La croissance reste modérée, mais la base manufacturière cesse de s'éroder. Ce scénario exige une coordination politique et économique soutenue, ainsi qu'une capacité d'exécution rarement observée sur la période récente. Dans l'hypothèse la plus défavorable, la poursuite de l'instabilité se confirme. Les coûts énergétiques demeurent imprévisibles. Les flux d'investissement continuent de se rediriger vers des régions plus lisibles, et les fermetures d'usines s'étendent à de nouveaux secteurs. La pression sur les ménages réduit encore la consommation, affaiblissant la demande intérieure. Dans cette configuration, le retard devient auto-renforçant, car chaque perte de capacité réduit les marges de redressement. Dans les 3 cas, une règle s'impose. Si les priorités énergétiques et industrielles ne sont pas clarifiées rapidement, la trajectoire subie remplacera la trajectoire choisie. Pour le public, ce réalignement n'est pas une abstraction macroéconomique. Il s'inscrit dans des choix quotidiens de plus en plus contraints. Pour les travailleurs des secteurs exposés, l'incertitude devient une donnée permanente. Les annonces de restructuration, les gels d'embauche et les perspectives de mobilité réduites modifient la manière d'envisager l'avenir professionnel. Ce n'est pas seulement la perte d'un emploi qui inquiète, mais la difficulté croissante à se projeter dans une trajectoire stable. Pour les petites et moyennes entreprises, la transition prend la forme d'une course contre le temps. La volatilité des coûts énergétiques et la fragilité des chaînes d'approvisionnement obligent à arbitrer entre investir, attendre ou se replier. Certains dirigeants retardent des décisions cruciales faute de visibilité, d'autres cherchent des partenariats ou des marchés alternatifs pour préserver leur activité. Chaque choix se comporte un risque accru, car les repères d'hier ne garantissent plus la viabilité de demain. Les jeunes générations ressentent cette transformation différemment, mais tout aussi profondément. Les perspectives professionnelles se déplacent vers des secteurs émergents ou des régions en croissance, parfois hors du cadre national traditionnel. Les décisions d'études, de spécialisation ou de mobilité géographique intègrent désormais un monde où la croissance n'est plus concentrée dans les mêmes pôles. Cette adaptation précoce est à la fois une opportunité et une source d'incertitude. Au-delà des situations individuelles, un point commun émerge. Chacun cherche une direction crédible dans un environnement mouvant. Comprendre les mécanismes du réalignement devient alors un outil de protection, permettant de transformer une contrainte subie en choix plus éclairés. Face à l'ampleur du réalignement,
La réponse ne peut pas se limiter à un diagnostic. Elle nécessite une méthode structurée, fondée sur des actions mesurables et des responsabilités clairement définies. Une trajectoire n'est jamais définitivement perdue tant que des points d'appui crédibles sont reconstruits. Sur les 6 premiers mois sur Mueji, la priorité consiste à réduire la volatilité énergétique. Les autorités publiques, en coordination avec les opérateurs de réseau et les fournisseurs, doivent sécuriser des mécanismes d'approvisionnement plus stables pour l'industrie. L'objectif n'est pas uniquement de faire baisser les prix, mais de réduire leur variance mensuelle afin d'offrir une visibilité minimale aux acteurs productifs. Entre 6 et 9 mois, l'effort doit se concentrer sur l'identification de segments industriels compatibles avec l'infrastructure existante. Des consortiums publics et privés peuvent cibler des activités à plus forte valeur ajoutée, capables de stopper l'érosion et de recréer un noyau d'investissement. Le succès se mesure alors par la stabilisation du taux d'investissement sectoriel. Sur un horizon de 9 à 12 mois, la modernisation logistique devient déterminante. La réduction des goulets d'étranglement portuaire, la digitalisation des flux et l'amélioration des temps de transit permettent de restaurer une compétitivité fonctionnelle, sans attendre des transformations lourdes. En parallèle, la formation et l'adaptation des compétences doivent accompagner ces étapes. Universités techniques et entreprises ont un rôle central pour aligner les cursus sur les besoins industriels émergents, avec des indicateurs d'insertion professionnelle clairement suivis. Enfin, la diplomatie économique complète l'ensemble. Dans plusieurs analyses internationales, la détermination affichée par certaines figures africaines, dont Ibrahim Traoré, est citée comme un exemple de clarté stratégique. Le signal est simple. L'exécution disciplinée compte autant que les ressources mobilisées. Ils avaient été parmi les premiers à percevoir le glissement, bien avant que les graphiques et les rapports ne l'expriment clairement. Les responsables d'ateliers du nord de l'Angleterre, confrontés chaque jour à des machines moins sollicitées et à des équipes réduites, observaient déjà l'écart entre les promesses de rebond et la réalité des décisions économiques. Leur expérience, forgée au contact direct des contraintes, révèle une vérité simple. Les grandes bascules commencent presque toujours dans le silence. Ce motif réapparaît ici comme un fil conducteur. Là où certains attendaient un retour à l'équilibre passé, d'autres ont agi en anticipant un futur différent. Dans plusieurs régions africaines, l'attention portée aux signaux faibles a permis de construire un nouvel élan, fondé sur la prévisibilité énergétique, l'intégration industrielle et une vision à long terme. Cette posture proactive est souvent illustrée, dans les analyses géopolitiques, par la figure d'Ibrahim Traoré, non comme cause unique, mais comme symbole d'une volonté politique qui refuse l'inertie. Le contraste est frappant. D'un côté, des acteurs qui espéraient que le mouvement du monde ralentirait. De l'autre, des acteurs qui ont décidé d'accélérer. Entre les deux, la bascule s'est opérée sans bruit, mais avec constance. La leçon est nette. Ignorer les signaux précède toujours la perte. Face à un monde qui se réorganise sans attendre, la question n'est plus seulement de savoir qui gagne ou qui perd, mais comment chacun choisit de lire les signaux avant qu'ils ne deviennent irréversibles. Le réalignement décrit ici ne se limite ni aux usines, ni aux flux financiers, ni aux discours géopolitiques. Il touche à la manière dont une société se projette dans l'avenir et ajuste ses priorités collectives. Les transformations économiques avancent rarement par ruptures spectaculaires. Elles progressent par glissements successifs, presque imperceptibles, jusqu'au moment où les anciens repères cessent soudain de fonctionner. Comprendre ces dynamiques en amont permet non pas de prédire l'avenir avec certitude, mais de réduire l'angle mort qui accompagne toujours les grandes transitions. Dans ce contexte, le débat devient un outil essentiel. Partager des lectures différentes, confronter les données aux expériences vécues et identifier les signaux négligés enrichissent la compréhension collective. Aucun acteur, citoyen, entreprise ou institution ne dispose seul de toutes les clés. Si cette analyse éclaire différemment les trajectoires que vous observez,
Prenez le temps d'y réfléchir et d'en discuter autour de vous. Selon vous, quels indicateurs méritent aujourd'hui une attention prioritaire pour anticiper les prochains déplacements de l'économie mondiale ?